Bienvenue à tous et merci d'être vous êtes connectés pour ce débat stratégique en 2024-2025. Tout d'abord, l'interprétation est disponible en français, en espagnol et en anglais. Nous vous invitons à choisir votre langue dès le départ, mais la langue peut changer au cours de la session. Vous pouvez choisir votre langue en cliquant sur le globe terrestre en bas de votre écran. Vous pouvez également activer les sous-titres en cliquant sur le bouton CC. Les présentations seront également disponibles dans les 3 langues de cette manifestation. Vous pourrez télécharger les diapositives dans votre langue en cliquant sur le lien que mes collègues posteront dans la boîte de dialogue. Notre principal canal de communication sera la boîte de dialogue. N'hésitez pas à vous présenter et à nous dire depuis où vous vous connectez. Et si vous avez des questions d'ordre technique, vous pourrez également les poser dans la boîte de dialogue. Mes collègues vont également poster des messages et des liens pour vous tout au long de la session. Donc, je vous demanderai de bien vouloir garder l'œil sur la boîte de dialogue. Nos panélistes vous donneront la possibilité de répondre à certaines questions que vous souhaiterez poser à la fin de leur présentation. Mes collègues recueilleront vos questions au cours des différentes présentations. Donc, n'hésitez pas à ajouter vos questions dans la boîte de dialogue en anglais, en français ou en espagnol. Et enfin, notez que cette session est enregistrée. Et je suis heureuse maintenant de donner la parole à Martine Benavides, qui est le directeur de l'IEP UNESCO, qui va vous présenter la session d'aujourd'hui. Martine, la parole est à vous. Merci beaucoup, Fangshu. Merci beaucoup d'être des nôtres pour notre 4e et dernier débat stratégique pour 2025. Et c'est un panel très intéressant et je profite de cette occasion pour remercier nos partenaires, la le mécanisme de coopération mondiale pour l'éducation de l'UNESCO, ODD4, l'initiative pour l'équité dans l'apprentissage et l'association pour le développement de l'éducation en Afrique, l'ADEA, qui nous ont aidés à faire de cette série un succès tout au long de cette année. Comme vous le savez, notre série 2025 était axée sur l'équité dans l'apprentissage. Et pour notre dernier débat, nous avons décidé de nous concentrer sur ce sujet qui est crucial et essentiel pour la promotion de l'équité dans l'apprentissage, à savoir comment planifier des approches de financement pour lutter contre les inégalités dans l'apprentissage en période de changement et en d'autres termes, dans un contexte mondial où les ressources consacrées à l'éducation sont de plus en plus rares, comment est-ce que des stratégies de financement équitable peuvent être mises en œuvre sans pour autant sacrifier l'efficacité. Et plus précisément, nous explorerons ensemble comment des gains d'efficacité peuvent émerger lorsque l'équité est placée au centre des stratégies de financement. Et en capitalisant sur les conclusions de la triennale de l'ADEA organisée en octobre dernier par l'ADEA, nous discuterons de la nécessité de considérer l'éducation comme un investissement stratégique si l'on veut atteindre l'objectif de mettre fin à la pauvreté dans l'éducation d'ici 2035. Nous entendrons des intervenants travaillant à différents niveaux de l'éducation et dans différents contextes éducatifs et nous en apprendrons davantage sur la manière dont les gouvernements tirent parti de mécanismes de financement innovants pour canaliser les ressources vers les apprenants qui en ont le plus besoin. Et nous réfléchirons également ensemble sur la nécessité de mobiliser des données plus solides afin de prendre des décisions adéquates sur les niveaux et les objectifs de financement. Et c'est dans ce contexte que j'ai le plaisir de vous présenter notre panel d'intervenants, à commencer par 2 de nos collègues de l'UNESCO qui travaillent pour le rapport mondial de suivi de l'éducation et, et qui coopèrent avec cette initiative. Tout d'abord, nous avons Yuki Murakami qui a rejoint le rapport mondial du suivi sur l'éducation en 2016 en tant qu'analyste de recherche et de données pour travailler sur les questions de financement de l'éducation. Et auparavant, elle était économiste de la santé à l'OCDE où elle analysait les tendances des dépenses de santé, les mécanismes de financement à l'aide du système de comptabilité de la santé. Et nous aurons également Anna Cristina Daggio qui travaille pour le rapport mondial de suivi de l'éducation. Elle travaille comme analyste politique senior au sein de l'équipe du rapport mondial sur l'éducation depuis 2017. Et préalablement à cela, Anna a travaillé à l'OCDE sur des questions, y compris l'éducation et la culture financière, les inégalités, la pauvreté, la transmission intergénérationnelle de l'éducation et la protection sociale.
De l'IPE, nous avons Diane Coury qui est avec nous et qui est une spécialiste principale de programme à l'IPE, qui aide les États membres de l'UNESCO à analyser le secteur de l'éducation et à préparer, mettre en œuvre, suivre et évaluer des plans stratégiques en matière d'éducation, y compris dans les pays touchés par des crises. Elle a également participé à différents projets liés à l'éducation de la petite enfance, notamment des études sur le financement de l'éducation de la petite enfance et la rentabilité des modèles. J'aurai ensuite le plaisir de vous j'ai le plaisir de vous présenter ensuite Monsieur Albert Nzekiuma, qui est le secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, l'ADEA, que beaucoup d'entre vous connaissent. Avant de rejoindre l'ADEA, Monsieur Albert a occupé différents postes ministériels au Rwanda, notamment celui de ministre de l'infrastructure et de ministre d'État chargé de l'EFTP au ministère de l'Éducation. Il est également un des membres du conseil d'administration de l'IPE. Et enfin, nous entendrons Mariana Hooper-Foller, qui est économiste à la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, CEPAL en espagnol. Ses principaux domaines de recherche portent sur l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Muriel, la parole est à vous, Muriel, pour le reste de la session, pour nous présenter la session. Merci Martine. Donc, quelques points concernant l'organisation de cette session. Donc, pour la session d'aujourd'hui, nous allons donner 7 minutes à nos différents intervenants qui pourront donc partager leur présentation avec nous. Et ceci sera suivi par une brève table ronde. Et ensuite, après cette table ronde, nous vous donnerons à vous, à nos participants en ligne, nous vous donnerons la parole. Donc, n'hésitez surtout pas à poster, comme l'a dit ma collègue Fang Shu, à poster vos questions dans la boîte de dialogue pendant les présentations pour notre session de questions-réponses et que nous essayerons de limiter à 25 minutes à la fin de la session afin de répondre à vos questions et à vos demandes. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à nos collègues du rapport mondial de suivi de l'éducation qui vont donc lancer la discussion sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, la parole est à vous, chers collègues. Merci beaucoup, Muriel. Merci beaucoup, Martine. Donc, je vais partager mon écran. Donc, dites-moi si vous pouvez lire mon écran parce qu'il semble que là, nous ayons quelques problèmes. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait, merci. Donc, merci beaucoup à tous. Et je suis extrêmement heureuse d'être des vôtres aujourd'hui et de partager cette présentation avec Yuki, ma collègue. Nous allons partager cette présentation et nous allons essayer d'être brefs pour pouvoir laisser du temps pour la discussion. Donc, très rapidement, l'ordre du jour est pour mettre simplement le doigt sur certaines définitions importantes que nous utiliserons tout au long non pas uniquement au cours de notre présentation, mais pendant toutes les discussions que nous aurons ici aujourd'hui. Et ensuite, nous passerons au travail que nous menons dans le rapport mondial du suivi de l'éducation sur le financement équitable. Puis, nous discuterons également de la façon dont nous traitons ces points dans un cadre conceptuel en nous penchant sur différentes dimensions du financement de l'équité. Et nous discuterons ensuite de certains points concernant la combinaison de l'équité et de l'efficience et également de certains défis et opportunités. Et ensuite, nous pourrons clore notre présentation. Tout d'abord, nous sommes tous ici présents et je vois qu'il y a beaucoup de personnes dans le public et ceci illustre pourquoi ces discussions et ces débats stratégiques sont importants, notamment actuellement, dans le paysage actuel de l'éducation que nous connaissons. Et lorsque nous parlons d'équité dans l'éducation, il est extrêmement important de ne pas confondre équité et qualité, parce que l'idée de l'équité est qu'en fait, il faut s'assurer que chaque apprenant a accès aux ressources, aux opportunités et au soutien dont il ou elle a besoin pour réussir, et ceci indépendamment de son milieu, de son identité ou de toute autre situation. Donc, cette définition de l'éducation
c'est-à-dire de l'équité, est le miroir vraiment de l'éducation, de ce que l'UNESCO a utilisé pour l'inclusion dans ses travaux. Et ceci est extrêmement important. Mais lorsque nous parlons d'équité en matière d'éducation, très souvent, il y a également des discussions et des débats sur la façon dont l'équité en matière d'éducation se combine ou ne se combine pas avec l'efficacité de l'éducation. Parce que l'efficacité de l'éducation est également extrêmement importante. Nous pouvons réfléchir ou penser à l'efficacité de l'éducation vue sous l'angle interne du système éducatif, mais également sous l'angle externe. Et l'idée de l'efficacité de l'éducation est réellement de voir comment et pourquoi nous pouvons obtenir les meilleurs résultats scolaires possibles avec le moins de gaspillage de ressources possible. Et c'est là quelque chose d'extrêmement important et dont il faut parler en même temps que l'équité en matière d'éducation. Et pourquoi est-ce que le financement de l'équité est important? Parce que discuter de l'équité, discuter de l'efficacité dans l'éducation nous amène à parler également de termes qui peuvent avoir l'air un petit peu bizarres, mais qui est très important, c'est le renforcement. Parce que lorsque nous parlons d'équité en matière d'éducation, nous réalisons que investir auprès d'apprenants défavorisés peut donner des rendements plus élevés. Et le fait que des pays se concentrent de plus en plus sur les réformes en matière d'équité, ce qui rend souvent les dépenses, plus efficaces. Elles deviennent importantes. On essaie de les rendre plus efficaces en réduisant le décrochage scolaire, en alignant les fonds là où ils sont nécessaires et en améliorant la transparence. Et ce sont là des choses qui sont extrêmement importantes. Pour parler du travail sur le financement équitable que nous menons, nous utilisons 2 types d'approches, une approche qualitative et une approche quantitative. Et nous le faisons de 2 façons en utilisant 2 sources principales, l'une étant les profils pays peer, et c'est-à-dire, les revues sur l'éducation, l'analyse de l'éducation, notamment, les revues qui ont été préparées en 2020 sur le financement pour l'équité, mais également, ceux que nous allons lancer avec le prochain rapport GEM de 2026 sur l'accès et l'équité, qui couvrira l'ensemble des États membres de l'UNESCO. Et l'autre partie importante dans ce cadre, dont ma collègue vous parlera, Yuki, est le cadre de financement équitable pour l'ODD 4.5.2. Très brièvement sur les profils peer. Les profils peer sont un outil que nous avons développé dans le GEM et comme le nom l'indique, pour encourager l'apprentissage des pairs et le dialogue à travers et entre les différents pays sur des questions qui sont essentielles pour l'ODD 4. Et plus particulièrement, les prochains profils pays se concentreront sur le financement pour l'équité, notamment en regardant les mécanismes qui sous-jacents à la dimension de financement qui est axée sur l'équité dans un pays. Et c'est la base, c'est le travail de base que nous menons dans le rapport GEM en nous penchant sur les politiques, la législation, mais également en menant une étude approfondie de ce que les pays dépensent dans le cadre de ces différents mécanismes. Et sur ce, je vais passer la parole à Yuki. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, oui, oui. J'ai eu un problème technique de dernière minute, mais je pense que tout va maintenant. Merci de nous avoir invités à cette série de débats et je suis extrêmement heureuse d'être ici. En 2021, le rapport GEM a publié un document sur le financement pour l'équité qui se penchait sur les inconvénients, la pauvreté, l'appartenance ethnique, les handicaps et d'autres facteurs défavorisants. Et nous avons combiné, non, voilà, une diapo avant celle-ci. D'accord, c'est bon. Et nous avons combiné les informations politiques et dans 4 catégories sur les politiques
et l'équité dans les pays à revenus moyens et à faible revenu. Les informations montrent dans quelle mesure l'éducation et les politiques sociales sont conçues pour se pencher sur ces éléments défavorisants dans l'éducation. Mais avant cela, je voudrais vous donner très rapidement, vous expliquer le contexte et vous expliquer pourquoi ce travail est pertinent, parce que nous avons estimé que plus de 272 enfants sont déscolarisés et en même temps, les dépenses publiques ne répondent pas aux besoins et si l'on regarde le rapport GEM ou la Banque mondiale, nous avons estimé que les dépenses du gouvernement en matière d'éducation, a baissé de 0,3 de points depuis 2015 et ceci notamment est étant de plus en plus prévalent dans les pays à faible revenu ou à revenu moyen et les dépenses de l'éducation dans le cadre des dépenses de gouvernement est également tombé de 2 points de pourcentage dans les pays à revenu moyen sur cette même période. Donc diapositive suivante. Très rapidement, je voudrais vous montrer les 5 façons dont nous avons recueilli des données dans les pays en utilisant les fonds publics pour améliorer l'équité. Tout d'abord, le gouvernement, le financement central, le soutien peut venir du gouvernement central et peut être donc donné aux étudiants, mais cela inclut également les salaires des enseignants et l'éducation peut être donc les fonds, donnés à l'éducation peuvent être pour à des fins spéciales ou pas et ceci peut être envoyé aux écoles ou aux bureaux locaux à travers donc des bourses et d'autres formats qui peuvent inclure des fonds supplémentaires, pour les régions défavorisées et un autre canal de type de soutien serait en fait, ce soutien destiné aux familles et aux élèves à travers donc, des bourses, des allocations et des aides en nature et la protection sociale et qui est le 4e type de soutien, heu, permet d'aider les ménages pauvres, afin d'améliorer les résultats scolaires et nous pensons également que des programmes alimentaires peuvent également apporter un soutien qui encourage la participation des enfants dans les zones pauvres où Heu, il y a des problèmes d'ordre alimentaire. Diapositive suivante, nous avons pris cette analyse, nous avons analysé le volume et la couverture de ces politiques et nous avons commencé par, le côté exhaustif pour voir, ce qui existe pour chaque dimension, de l'exhaustivité, donc le volume, quelle est la part des dépenses qui sont allouées, dans quelle mesure, ce le montant moyen des transferts, dans le cadre de cette politique et la couverture, quelle proportion d'écoles est concernée par la politique principale. Et nous avons donc analysé la formation tant au niveau de, la politique qu'à d'autres niveaux. Diapositive suivante, nous allons discuter par la suite, mais ici nous pouvons dire que l'analyse permet de dire que l'équité et l'efficacité se renforcent mutuellement. Un meilleur ciblage permet aux pays de mieux dépenser leurs ressources de façon plus intelligente, sans dépenser plus, et nous voyons cela dans différents domaines, comme par exemple le financement basé sur une formule, indépendamment du fait que les ressources sont, pour, des besoins particuliers et ceci permet d'envoyer de l'argent là où les besoins sont les plus importants et cela est essentiel également pour consolider les fonds ou qui permettent de réduire la fragmentation et qui réduisent les charges administratives, dans le cadre d'un financement, fragmenté et qui libèrent davantage de fonds pour les écoles et ces fonds peuvent également, faire l'objet de transferts conditionnels en espèces pour aider les élèves défavorisés, pour les inciter à rester à l'école ce que dans le cadre du mécanisme de financement et enfin, les programmes alimentaires permettent d'améliorer la fréquentation de l'école et augmentent la valeur de chaque dollar dépensé pour l'éducation et sur ce, je vais redonner la parole à l'IPE. Donc il vous restait une dernière diapositive sur les défis et les opportunités. Ce n'est pas un problème puisque nous avons dépassé les 7 minutes, donc un mot si vous le permettez. Donc on garde cela pour les débats. Bien, merci chers collègues, merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, mes collègues ont partagé dans la boîte de dialogue la note de politique à laquelle vous avez fait référence, donc n'hésitez pas à la regarder pour regarder les détails et nous reviendrons sur certains éléments qui figuraient sur la dernière diapositive au cours des discussions. Nous allons maintenant passer
à la petite enfance parce que lorsque nous parlons d'investir et dans l'éducation et d'équité, quelquefois on enfant la petite enfance, mais notre collègue Diane de l'IPE va nous expliquer l'importance d'investir tôt et d'investir dans la petite enfance. La parole est à vous, Diane. Merci beaucoup. Je pense, Camilla, est-ce que vous pourriez partager les diapositives, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonjour et bonsoir à tous. Je suis extrêmement heureuse d'être ici aujourd'hui. Comme l'a dit Muriel, ma présentation portera sur l'éducation de la petite enfance et son financement. La petite enfance est une période essentielle où les inégalités souvent s'inscrivent, mais c'est une période où l'on a le plus de chances ou les meilleures chances d'empêcher cela. Donc, je vais vous présenter certains éléments importants et les façons permettant de voir comment est-ce que l'on peut gérer cela de façon équitable et efficace. Diapositive suivante. La science est tout à fait claire. Les premières années c'est le moment où le cerveau de l'enfant se développe le plus rapidement, ce qui signifie que l'on partage le langage. La sociabilité est développée et on apprend les capacités de résolution de problèmes. Et tout retard à ce stade ce sera très difficile à résoudre par la suite et coûtera plus cher. Les Comme la recherche le montre, des programmes de bonne qualité permettent d'améliorer l'apprentissage, de réduire le décrochage scolaire et améliore également l'éducation dans le secondaire et l'enseignement supérieur. Ceci est encore plus vrai lorsque l'on cible les enfants les plus défavorisés. Ceci également soutient les parents, notamment les mères, et permet une meilleure santé chez les adultes. Et en raison de tous ces investissements, parce que tous ces investissements dans l'enfant donnent les meilleurs rendements dans le système éducatif, notamment il s'agit d'enfants défavorisés. Donc la question ici, ce n'est pas pourquoi investir tôt. Diapositive suivante. En dépit de le PE et ses avantages, nous voyons quand même que l'accès est donc assez réduit. Environ les 3/4 des enfants bénéficient d'une année d'apprentissage organisée avant l'école primaire, mais cela signifie qu'un quart d'entre eux n'en bénéficient pas. Les enfants laissés à la traîne sont très pauvres venant de groupes marginalisés ou handicapés ou sont des enfants d'immigrants et sont souvent exclus. La principale raison en est l'argent et ceci ne fait que renforcer cet écart. Et dans de nombreux pays, malheureusement, l'enseignement primaire n'est pas pour la petite enfance n'est pas suffisamment financé et ce qui était dépensé pour le PE était de 0,4% du PIB en 2019-2021 et ceci est en dessous des objectifs internationaux. Dans certains pays, il est également proche de zéro. Et ceci engendre une situation dans laquelle les familles doivent payer une grande partie des coûts de l'éducation de leur propre poche, ce qui fait que le financement est limité et les ménages pauvres payent plus par rapport à leurs revenus que ce que l'on paye au niveau de l'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur est souvent très fortement subventionné. Ceci engendre une situation où les dépenses publiques profitent souvent aux enfants riches qu'aux enfants plus pauvres. Donc, que signifie le financement équitable? Cela signifie que chaque enfant, notamment les plus pauvres, peuvent avoir accès à au moins une année gratuite et obligatoire sans payer. Et il y a sur ce point un consensus mondial. L'agenda 2024 et la déclaration de Tachkent appellent les pays à garantir au moins une année d'enseignement obligatoire et gratuit et à accroître et dépenser davantage pour les plus défavorisés. De nombreux pays ont déjà fait cela, mais néanmoins, il faut faire davantage d'efforts encore. En 2021, sur 183 pays, 63 offraient un enseignement gratuit et le reste, un enseignement gratuit et obligatoire. Et ceci est important parce que cela implique donc un engagement politique et que les citoyens considèrent que le gouvernement est responsable de cela. Pour mettre cela en place, les pays doivent suivre ce que nous appelons une
un universalisme progressif en commençant par garantir une année de préparation gratuite, en mettant l'accent sur les enfants qui ont le moins de probabilité de s'inscrire à l'école et ensuite couvrir et aider d'autres groupes alors qu'au fur et à mesure que les capacités augmentent. Mais une éducation gratuite et obligatoire doit venir avec un budget adéquat. Autrement, on aura des salles de classe où il y a trop d'élèves, où il n'y aura pas suffisamment d'enseignants, ce qui engendrera un service de mauvaise qualité. Donc les pays doivent réserver une partie du budget de l'éducation à l'EPE et avec le temps, peu à peu, considérer qu'il faut atteindre les 10% définis par le cadre de Tashkent. Et comme l'EPE est souvent entre les mains d'acteurs non étatiques, il faut donc des partenariats, des subventions ainsi que un financement basé sur les résultats pour avoir davantage de ressources. Et il faut toujours mettre l'accent sur la qualité. Mettre l'équité au centre signifie cibler les ressources, cibler les enfants qui en ont le plus besoin quand il s'agit de ressources, c'est-à-dire les ménages à faible revenu. Et les gouvernements veulent utiliser des outils comme les indicateurs de développement de l'enfance et des données pour identifier les groupes prioritaires et appliquer une affectation transparente basée sur des formules. Et cela permet de prévenir un financement régressif et rendre la situation plus équitable. Réduire ou offrir cela aux familles lorsqu'ils ont besoin, offrir, des programmes alimentaires se sont avérés efficaces car cela est la barrière la plus importante à l'accès à l'EPE et il faut également investir dans la qualité où les écarts sont les plus importants. Former les éducateurs, donner aux enfants le matériel nécessaire et assurer un environnement sûr, pour soutenir la qualité de l'enseignement et utiliser des données sont également importantes pour voir qui apprend, qui profite de ces dépenses et pour guider également l'affectation des ressources et les résultats de l'équité et enfin, rien de tout cela ne serait possible et durable car l'EPE, si l'EPE reste un projet dans les programmes des bailleurs. Il faut que ceci soit parfaitement intégré dans les plans du secteur de l'éducation, ce qui signifie qu'il faut inclure cela dans le diagnostic du sectoriel, se fixer des cibles pour la qualité, planifier l'infrastructure, des interventions, calculer le coût des interventions et définir la part de l'EPE. Lorsque l'EPE est visible dans les plans du secteur de l'éducation, c'est plus facile de mobiliser les ressources nationales et faire en sorte et considérer que le gouvernement est responsable des résultats. Je vais conclure avec quelques résultats. Tout d'abord, le financement équitable de l'EPE est tout d'abord un droit, une obligation et un investissement à haut rendement. Deuxièmement, un financement neutre qui traite tous les enfants de la même façon reproduit simplement les inégalités. Et effectivement, comme l'a dit Anna, l'équité n'est pas l'égalité. L'équité, il faut cibler des fonds et avoir des fonds ciblés et plus efficaces. Et l'équité, c'est donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Et les pays peuvent maintenant agir en prenant des mesures concrètes, intégrées pleinement dans les programmes stratégiques de l'éducation, garantissant une année préparatoire en utilisant des formules et aider les familles les plus défavorisées à investir là où c'est le plus nécessaire et avoir des données désagrégées qui permettent de voir qui en profite tout en mettant en place un financement durable. Et pour en conclure sur une note, mettre l'équité au centre du financement de l'EPE n'est pas un luxe, c'est une condition pour des systèmes éducatifs performants et des sociétés plus inclusives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diane. Il y a deux messages très clairs sur la diapo. Donc, un, et le financement neutre réduit les écarts et cela va nous permettre de faire une transition vers la prochaine présentation. Donc, le prochain orateur va nous aider à comprendre la pauvreté en matière d'éducation et comment combattre cette pauvreté. Donc, il s'agit de renforcer les résultats de la réunion récente de la triennale. Donc, si on peut
faire afficher les diapos. Merci, merci beaucoup et merci de votre soutien. Et, et j'ai suivi les présentations qui ont été faites. Un certain nombre de questions clés sont ressorties et c'était vraiment des éléments très importants pour ma présentation. Oui, on voit votre présentation, mais est-ce que vous pouvez l'afficher pour qu'on puisse mieux voir? Est-ce que vous pouvez passer au mode plein écran? Bon, merci beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir organisé ce webinaire, surtout à ce moment très opportun où l'aide publique au développement est en déclin. Et c'était vraiment un sujet de discussion très important lors de la dernière triennale qui a eu lieu 2 semaines. Nous avons eu pas mal d'appels pour mettre fin à cette pauvreté en matière d'éducation sur différentes plateformes. Donc, vous avez mettre enfin la pauvreté de l'Union africaine, la déclaration ministérielle, et nous encourageons les pays à faire partie de cette initiative. Comment faire en sorte que l'éducation est perçue comme un investissement et non comme un coût? Et c'est en fait la chose qui ressort de ce dialogue triennal. Et lors de la déclaration ministérielle à Kigali en 2024, les ministères de l'Éducation se sont engagés à investir pour mettre fin à la pauvreté. La déclaration de Nouakchott également a fait suite et surtout le document final de la triennale de 2025 de l'ADA appelle les gouvernements à commencer à considérer l'éducation. Donc, c'est en fait un document de résultats qui va être publié cette année et cette semaine, pardon, et vous allez voir l'importance que donnent les gouvernements à mettre fin à la pauvreté en matière d'éducation. Comment traduire tous ces engagements en actions concrètes? Comme il faut augmenter les investissements dans l'éducation de la formation, en particulier là où cela compte le plus, à savoir l'apprentissage fondamental. Vous êtes tous d'accord que moins d'investissement dans l'apprentissage fondamental va nous coûter très cher, où les jeunes sont complètement délaissés. Il faut également déployer à grande échelle des interventions fondées sur des données probantes qui améliorent les résultats de l'apprentissage fondamental. Nous avons La question, c'est comment faire en sorte que les politiques sont alimentées par ces données probantes. C'est un énorme défi. La traduction en pratique de ces politiques reste un sujet critique qui mérite une attention plus particulière. Il faut aussi soutenir les enseignants par truchement du coaching et du mentorat. Nous devons former des enseignants. Comment faire en sorte que ces enseignants bénéficient du soutien par biais du coaching et du mentorat? Il faut aussi fournir du matériel pédagogique et didactique adéquat. Et il faut tirer parti de l'éducation, des technologies éducatives pour élargir la portée et aussi résoudre le problème d'accès et aussi garantir l'adoption de ces technologies afin de garantir une certaine qualité. Donc, quels sont les facteurs catalytiques? Nous avons besoin de politiques qui soutiennent de l'enseignement en classe. I- Il faut en fait euh, s'éloigner de cette approche descendante. Donc, par exemple, il faut utiliser la langue maternelle comme moyen d'instruction. C'est quelque chose qu'il faut continuer. Il y a certains pays
qui commencent l'instruction en langue étrangère. Donc, c'est un autre débat. Il faut aussi renforcer l'évaluation et la production des données dans l'apprentissage fondamental. Nous sommes en train de promouvoir l'harmonisation des évaluations pour l'apprentissage et l'évaluation de l'apprentissage. Et cela commence par suivre les progrès, informer l'enseignement et prise de décision qui est fondée sur les données. Nous devons vraiment faire en sorte que cette pauvreté en matière d'éducation soit mise en fin. Il faut aussi accroître la redevabilité dans l'ensemble des systèmes éducatifs. Il faut utiliser les ressources allouées et évaluer les résultats d'apprentissage. La question de financement de l'éducation est très importante. Il faut aussi mieux utiliser les ressources disponibles pour augmenter l'efficacité et l'efficience. Il faut aussi évaluer les résultats d'apprentissage parce que tous ces investissements sont censés renforcer les résultats d'apprentissage. Nous allons continuer à faire le plaidoyer pour l'enseignement fondamental. Nous pensons que l'éducation est très importante. Il faut aller au-delà du système éducatif. Il faut vraiment que la société joue son rôle pour améliorer les résultats d'apprentissage. Il faut des efforts coordonnés des partenaires de mise en œuvre et des bailleurs de fonds qui soutiennent les pays. Euh, il faut que la transformation se fasse par les gouvernements en soutien, soutenu par les bailleurs de fonds. Donc, nous avons parlé de cette initiative Flight qui sera lancée la semaine prochaine, l'année prochaine. Donc, il y a un appel à l'action. Il faut augmenter les investissements nationaux dans l'éducation et réduire la dépendance à l'aide des bailleurs de fonds. Donc, comment à avoir cette perspective tournée vers l'intérieur? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'échelle nationale. Il faut aussi se pencher sur un modèle de financement alternatif, y compris le financement innovateur. Il faut développer un cadre de déplacement. Il faut renforcer et développer les capacités techniques et nationales pour les investissements dans l'éducation dans le domaine tel que les données, la pédagogie et la préparation à l'école. Il faut développer les nouveaux modèles de financement comme le partenariat public-privé. Il y a des bons exemples qu'on a vus dans plusieurs pays, y compris le Ghana. Il y a des entreprises privées qui soutiennent les gouvernements, ainsi laissant davantage de ressources disponibles pour l'éducation. Il faut aussi renforcer la redevabilité de la gouvernance et la transparence dans la gestion et le décaissement des ressources consacrées à l'éducation. Cela est très important. Tout dollar compte. Donc, la redevabilité est très importante. Donc, voici quelques diapos que je voulais partager avec vous et je suis tout à fait d'accord pour prendre toute question. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a les détails de l'appel. Est-ce qu'il y a-t-il en fait un lien vers le site web pour obtenir les détails de l'appel? Oui, oui, je vais partager avec vous en fait le lien. Cela fait partie du document de résultat. Merci beaucoup, Albert, et merci d'avoir souligné l'importance de regarder non seulement les volumes, mais aussi la bonne utilisation des ressources existantes, y compris l'accent qui doit être placé sur les questions de redevabilité. Notre collègue Mariana va également parler de ce sujet dans sa présentation, ce qui nous amène en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc, Mariana, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais partager ma présentation. Donc, écoutez, Albert, est-ce que vous pouvez en fait fermer votre présentation?
Mais écoutez, vous devez changer de présentation. Bon, très bien. Est-ce que vous voyez? Bon, très bien. Je vais parler en espagnol, s'il vous plaît. Je profite de la présence des interprètes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de l'Amérique latine, donc je prends cette occasion. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire et merci pour l'invitation. Alors, je suis en train d'entendre la traduction en anglais, dit l'oratrice. Je vais mettre mon ordinateur en silencieux parce que J'entends j'entends la l'interprétation traduction vers en l'anglais. anglais. C'est un honneur pour moi de participer à ce débat. Et lors de cet exposé, je vais vous présenter certaines des recommandations d'un groupe interinstitutionnel de 8 institutions euh, pour investir de manière plus efficiente et équitable dans l'éducation et pour que ce soit durable sur le plan financier également, pour ce qui est de l'Amérique latine et la Caraïbe. À la CEPAL, nous avons insisté sur un point essentiel. C'est une stratégie d'efficacité. C'est efficient d'un point de vue de l'investissement, ça réduit les taux de redoublement, d'abandon, ça réduit la fracture d'apprentissage et ça rend ces ressources plus efficaces puisqu'on peut les rediriger vers les territoires avec un plus grand rendement. Et en plus de ça, ça permet de régler le problème des inégalités qui peuvent en découler si nous ne le faisons pas. L'investissement équitable va au-delà de la sphère éducative. C'est bien que cet investissement équitable présente des retours sur investissement efficaces sur le plan du développement, l'employabilité, la productivité, la qualité de l'emploi. Il y a un rendement social puisqu'il y a une véritable transmission sociale, retour fiscal également, puisque il y a un recouvrement fiscal plus important, et le retour institutionnel. Donc, effectivement, on arrive à optimiser ces investissements, que ce soit dans le domaine éducatif, mais également dans le domaine du développement de manière plus générale. C'est bien qu'un investissement équitable, ce n'est pas une dépense, c'est une stratégie efficace vers un développement social plus inclusif. Hum, Cela étant, même si l'éducation est indispensable, on voit que les investissements en matière éducative en Amérique latine et dans la Caraïbe sont insuffisants. On voit qu'il y a 5 fois moins d'investissements par rapport aux pays de l'OCDE. C'est une fracture importante lorsque l'on voit les inégalités qu'il y existe et les problèmes d'inclusion. On pourrait dire que les pays de l'OCDE sont plus riches et qu'ils peuvent investir plus par étudiant. Mais lorsque l'on regarde le niveau par habitant, on voit que l'OCDE investit 40% plus par étudiant que la moyenne en Amérique latine. Alors, effectivement, ça cache des inégalités encore plus profondes au sein de chaque pays. Là, vous avez une moyenne, mais on voit que d'un territoire à un autre, et selon les milieux socio-économiques, la brèche est plus importante. C'est bien qu'il faut investir davantage dans l'éducation et le faire de manière beaucoup plus équitable. Le document interinstitutionnel qui apparaît sur cette diapositive a été publié récemment. Il y a la BID, la Banque mondiale, la CAF, la campagne latino-américaine pour le droit à l'éducation, qui représente la société civile, l'UNICEF, l'UNESCO, entre autres. Tout ceci a été coordonné par la CEPAL. Et l'objectif est de viser des politiques consensuelles pour garantir un investissement éducatif efficient et qui garantisse la durabilité financière. Dans cet exposé, je vais me concentrer sur les mesures suivantes. Augmenter la marge fiscale et budgétaire pour l'éducation, fixer des normes d'investissement minimum par étudiant, renforcer les systèmes de chiffrage, suivi, évaluation et de reddition de comptes et mobiliser les ressources de manière intersectorielle. Ce document est en ligne. Vous avez le lien vers la version espagnole et vers la version
anglaise. Je vais le remettre dans le chat si vous le souhaitez. Alors, tout d'abord, pour ce qui est d'augmenter la marge fiscale pour l'éducation, vous vous rappelez du graphique précédent, il faut augmenter les ressources disponibles pour l'éducation en Amérique latine et dans la Caraïbe. C'est indispensable pour combler le fossé de l'éducation et garantir l'égalité pour tous. Il existe différentes possibilités, notamment, et la plus importante, de par les ressources qui sont mobilisées, c'est la mobilisation des ressources nationales. Quand on compare les ressources fiscales des pays de l'OCDE avec l'Amérique latine, on voit que l'OCDE arrive à recouvrir 1,6 fois plus que les pays d'Amérique latine. Donc il faut également renforcer la lutte contre l'évasion et l'évitement fiscal et faire de l'éducation une priorité au sein du budget de l'État pour que les politiques éducatives soient stables d'un cycle politique à un autre. Ça requiert le leadership de la part du ministère de l'Éducation et qu'il y ait différents acteurs, publics, privés et la société civile, qui fassent de l'éducation une stratégie prioritaire. Deuxièmement, fixer des normes minimum d'investissement par étudiant pour garantir des conditions d'apprentissage minimales pour tous. Alors, il faut fixer un socle commun et voir également des allocations différenciées en fonction des caractéristiques et des besoins de chaque territoire et chaque groupe de la population. Il y a un exemple, par exemple, au Brésil avec le CAQ, qui définit combien il faut investir par étudiant pour garantir des conditions équitables d'apprentissage. Alors, ça tient compte de plein de choses, et ça permet ça permet de faire évaluer cette estimation selon les caractéristiques de la population cible. Donc, il y a un volet équité qui est intégré. Troisième recommandation, comment renforcer les systèmes de chiffrage, suivi et d'obligations réditionnelles? Alors, ces systèmes doivent se fonder sur des indicateurs solides et ventilés pour tenir compte des inégalités qui caractérisent le système éducatif. Il faut avoir également des informations fiables pour savoir comment progressent les différents étudiants et quel montant est investi dans chacun pour voir s'il y a un retour sur investissement. Il faut renforcer également les systèmes SIGE, qu'on appelle système EMIS en anglais. Et en général, ça permet de voir le nombre d'enseignants et d'étudiants en général. Mais nous, ce que nous proposons, c'est d'intégrer des informations sur le financement, utilisation des ressources et les retours sur investissement pour que les pays aient des données concrètes pour améliorer la qualité, l'efficience, entre autres, de l'éducation. Et la quatrième recommandation, mobiliser les ressources de façon intersectorielle. Ça a été dit dans les présentations précédentes. L'équité éducative, ça ne dépend pas que du système éducatif. Il y a des questions comme la connectivité, l'accès au transport, etc. Tout ceci détermine la trajectoire de l'apprentissage. Il faut donc qu'il y ait une véritable articulation avec les politiques sociales. C'est comme ça que nous pourrons favoriser le parcours éducatif pour que les jeunes aient les bonnes conditions pour leur scolarisation et leur apprentissage. Et pour terminer, j'aimerais résumer de manière très succincte mon exposé. Il faut investir dans un esprit d'équité. C'est un investissement efficace. Chaque dollar investi réduit les inégalités et ça augmente la productivité, la cohésion sociale, la croissance économique, etc. Et c'est ce qui permet de garantir un développement social plus inclusif. Deuxièmement, l'Amérique latine et la Caraïbe doivent investir davantage et mieux en éducation. Il faut augmenter les ressources et les distribuer là où on en a besoin. Troisièmement, les engagements en matière d'éducation sont permanents. Il faut donc qu'il y ait une durabilité financière. Ce n'est pas simplement une redistribution meilleure des ressources, mais sur le long terme.
Quatrièmement, il y a quatre axes. Augmenter la marge fiscale pour l'éducation, fixer un investissement minimum suffisant par étudiant, utiliser des preuves tangibles pour attribuer et suivre ces données et mobiliser les ressources de manière intersectorielle. Et ensuite, 5, le leadership politique. Il faut que les ministères de l'Éducation fassent office de chef de file pour nouer un accord national. Merci. Merci beaucoup, Mariana. J'ai vu des points très importants dans votre présentation. Donc, le leadership politique, l'importance d'un investissement minimum, la redevabilité est très importante. On les a entendus dans les quatre présentations. Et il faut aussi regarder l'articulation avec les politiques sociales du secteur éducatif. Donc, vous avez cinq panélistes et donc je vais revenir aux propos de Martine qui a parlé de l'équité et de l'efficacité. Très souvent, ils sont perçus comme des objectifs contradictoires, des concepts en conflit. Mais à partir de votre perspective, à partir de votre recherche, comment est-ce que vous voyez, comment vous pouvez concilier ces deux concepts dans la pratique et comment les présenter de façon complémentaire? Je ne sais pas qui souhaite réagir sur ce point en premier. Oui, Diane. Donc ce débat n'a pas lieu d'être et en fait, quelque part, ces investissements dans la petite enfance sont une sorte de, j'ai envie de dire, c'est les deux faces d'une même pièce, équité et, qualité, et efficacité. Et quelque part, on a presque envie de dire que équité égale efficacité dans le cas de la petite enfance. Donc c'est vraiment un débat qui ne se pose même plus aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Diane. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui veulent réagir aussi sur cette idée de équité, efficacité, les deux faces d'une même pièce, pas seulement pour la petite enfance? Oui, Mariana. En Yes, veux-tu, yes. Mariana? Let me switch off the. No, English. It's okay. Écoutez, I'm going to switch bon, mute the original audio. Okay, it's okay. Yes, oui, Les ministères de l'Éducation ont un rôle essentiel dans ce sens. Pour créer ce lien entre l'efficience et l'équité, investir de manière équitable dans l'éducation, c'est un investissement efficace dans le domaine de l'éducation, certes, mais dans le domaine du développement. Et ça, c'est vraiment ce que doivent dire les responsables du ministère de l'Éducation, au ministère des Finances. Nous savons tous que l'éducation, c'est un droit, mais l'éducation, c'est également un investissement stratégique lorsque l'on garde à l'esprit un développement social inclusif. Pour cela, il faut utiliser des données probantes, euh, que tout ceci renforce une éducation de qualité et ça permet également de réaliser les ODD. Mais pour cela, nous avons besoin de données probantes. C'est ce qui permettra de démontrer ce retour sur investissement et cette corrélation qui existe entre équité et efficience. merci beaucoup, Mariana. Albert, est-ce que vous voulez intervenir? Oui, est-ce que vous m'entendez? Écoutez, je ne vais pas revenir sur ce que mon prédécesseur a dit. En ce qui concerne les façons d'inclure une analyse de coût par contexte, les coûts d'intervention pourraient coûter différent selon la région. Par exemple, la rétention des enseignants coûte plus dans les régions lointaines. Donc, l'analyse d'efficacité doit être menée à l'échelle locale et non à l'échelle centrale. Donc, en ce qui concerne l'infrastructure, le
les panneaux solaires dans une salle de classe rurale est plus efficace. Donc, on n'a pas une solution passe-partout. Il faut vraiment adapter la solution au contexte. Merci. Merci beaucoup, Albert. Écoutez, je ne veux pas du tout répéter ce qui a été dit, mais je pense qu'il y a des différentes stratégies pour concilier l'efficacité et l'équité dans le financement de l'éducation. Certains sont déjà évoqués, mais l'utilisation de donner plus aux apprenants qui coûtent plus. L'Albert a dit quelque chose sur cela. Lorsqu'on parle du fossé entre le rural et l'urbain, la rétention des enseignants dans un contexte rural pourrait coûter plus cher. On a également parlé des distances. Donc, il faut vraiment une formule qui garantit plus aux ceux qui ont besoin de plus. Ensuite, il y a des investissements avec des rendements sociaux très élevés. Par exemple, l'investissement dans la petite enfance, la cantine scolaire, les bourses et aussi les- le référentiel commun, euh, le financement universel et le financement ciblé, cela est très important. Et comme je vous ai dit, euh, c'est c'est très important dans ce paysage actuel d'éducation. Cela appelle au principe de la réalisation au fur et à mesure. Donc, il faut voir où prioriser, où investir. Il faut considérer que l'éducation est un investissement et non un coût. Albert a aussi parlé du contexte local. Il faut investir dans le renforcement de capacités locales. Cela est très important parce que la mise en œuvre est beaucoup plus facile et, et cette appropriation locale est souvent absente lorsqu'il y a les acteurs externes. Et on a également parlé du financement lié aux performances, qui miroite l'idée des transferts de paiement conditionnels. Donc, il y a plusieurs façons de assurer le juste équilibre entre l'équité et l'efficacité. Mais il faut en parler. Ce sont des questions très importantes. Merci. Merci beaucoup, Anna. Et pour continuer la discussion sur le financement ciblé par rapport aux approches universelles, comme vous avez tous parlé de l'importance de la transparence et de la redevabilité en la matière, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue sur cela. Je me souviens qu'il y a des années, il y avait une étude qui a été entreprise à l'IPE sur ce sujet pour essayer de voir si, en fin de compte, on est plus ou moins équitable avec du financement ciblé lorsque l'on n'a pas les capacités de réellement suivre, assurer le suivi des fonds et de s'assurer que les fonds vont là où ils doivent aller. Quelquefois, les mesures universelles sont connues de tous. Les écoles savent ce qu'elles doivent recevoir, les familles savent ce qu'elles doivent recevoir, et alors c'est plus facile pour elles de rendre redevables les autorités éducatives. Donc, comment assurer cet équilibre entre ce qui est ciblé par rapport aux approches universelles, notamment du point de vue de la redevabilité, de la transparence? Qui souhaite euh, dire quelque chose sur ce point? Yuki, peut-être? Oui, je pourrais commencer. Donc, l'universalité par opposition au financement ciblé, tous deux sont importants en tant qu'outil de financement. La seule chose,
c'est que le coût par élève n'est pas toujours égal. Ceci en raison de différents facteurs liés aux élèves. Cela peut être lié au fait que l'école est très loin, où il y a le niveau de pauvreté ou de handicap, qui fait que les besoins sont différents selon les élèves et que le niveau d'éducation également exige des coûts différents pour les élèves. Ce que signifie l'universalité, c'est que tout un chacun est éduqué d'une façon égalitaire ou a accès à l'éducation et avec du matériel de bonne qualité. Et ce que cela signifie, c'est que nous avons besoin d'universalité dans une certaine mesure, mais avec quelques ajustements pour être à même de tenir compte de quelques coûts supplémentaires pour les personnes qui ont besoin de plus. Cela ne signifie pas que c'est quelque chose qui n'est pas, durable ou pérenne. C'est durable parce que nous nous assurons que les fonds sont utilisés au mieux et pour un usage plus équitable. Mais pour réaliser cela, nous devons parler des données et ceci exige également une meilleure compréhension des données, de la disponibilité des données pour savoir où est-ce que l'argent manque. Est-ce que Et quelle est la capacité du gouvernement local en matière de financement de l'éducation et de décentralisation, lorsque l'on est dans un pays où tout est centralisé? Et quels sont les besoins en matière de distance et quels sont les besoins des écoles? Malheureusement, l'universalité n'est pas suffisante en raison de tous ces facteurs, mais simultanément, la redevabilité et la durabilité, pardon, et le lien également lié à l'utilisation efficace des fonds, pour les élèves qui en ont besoin et je pense que nous pouvons parler un petit peu plus des données et voir comment nous devrions pouvoir formuler, de telles différences. Bien, merci beaucoup Yuki. Nous viendrons à la question des données, mais avant de ce faire, en restant sur, ce sujet, notamment de la transparence et de la redevabilité, lorsque l'on regarde ces 2 approches de financement différentes, Anna? Oui. Pour ajouter à ce que Yuki disait, dans la même veine, je pense qu'il est important de mettre en exergue la question de la capacité locale parce que c'est le mécanisme de ciblage exige des données solides, très solides et des capacités très solides et leurs coûts peuvent être importants. Mais la question d'équité, parce que nous sommes en train de parler d'équité, la question d'équité est différente sur le plan des approches universelles et des approches ciblées. Et ce que nous constatons, par exemple, dans la littérature sur l'éducation de la petite enfance, et c'est que les effets de programmes universels ont tendance à diminuer considérablement dans le temps et à disparaître. Et nous pensons à toute la littérature qui existe sur ce point. Nous constatons que les programmes ciblés offrent encore de très bons résultats. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse qui convienne à tout parce que les capacités, le cadre, les capacités locales peuvent être universelles et il peut y avoir et on peut se dire également qu'un ciblage simple peut donner de meilleurs résultats qu'un ciblage complexe. Mais comme le disait Yuki, il est important d'avoir au moins un paquet universel minimum basé sur d'autres programmes dont nous avons parlé, d'intégration par exemple, de repas scolaires et des affectations, pour chaque enfant. Ceci est important pour la couverture universelle et concernant les capacités et la redevabilité, il faut, en tenir compte. Dans beaucoup de pays, dans des contextes où les ressources sont rares, on n'a pas de traces. On a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles et qui vivent en marge de la société et qui ne sont pas réellement visibles. Ce sont des personnes qui sont en dehors du système et il est donc très difficile de parler de ciblage dans des contextes comme ceux-là. Et autre point, il y a toute une littérature qui suggère que lorsque les programmes universels sont mis en place, en raison des meilleures informations, les personnes venant des couches les plus riches de la société, ou les meilleurs revenus ou les meilleures éducations sont ceux qui en profitent le plus. Donc je pense que nous devons réfléchir à tous ces points lorsque nous parlons, de programmes universels et de programmes ciblés. Merci beaucoup Anna. Sur cette idée de
minimum universel plus un ciblage simple. Peut-être que Mariana vous souhaiteriez peut-être dire quelque chose sur ce point? On a perdu Mariana, me semble-t-il, non? Diane, pendant que Mariana essaie de se reconnecter. D'un effet où les familles qui pourraient payer, en fait, vont pouvoir bénéficier d'un système et quelque part, cet argent-là, au final, ne bénéficie pas à les plus pauvres qui, du fait même s'il y a gratuité, l'école reste pour elles de toute manière inaccessible. Comme je pense que ça a été dit aussi précédemment, les frais de scolarité, souvent, sont une part minime des frais encourus par les familles. On voit aussi dans beaucoup de pays, au niveau préscolaire, par exemple, des uniformes obligatoires. Il y a aussi les coûts de la cantine scolaire qui sont pas toujours gratuits. Il y a aussi les frais de transport. Donc, effectivement, il y aura un besoin pour pouvoir assurer que même cette universalisation reste équitable, de donner plus à ceux qui ont besoin de plus parce que c'est pas suffisant. Donc, voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui avait été dit. Merci. Mariana, you wanted to react also on this one? Mariana, vous souhaitez également Yes, yes, agir just sur very cela? briefly, Oui, oui, très brièvement. quería destacar la perspectiva que Je pense également qu'il faut articuler les choses de manière intelligente et il faut tenir compte de la capacité. Et cette capacité, à l'heure actuelle, est inamovible. Et nous devons nous tenir compte de l'universalité et nous devons également mettre l'accent sur la gestion de l'éducation et nous devons, dans ce contexte également, euh, mettre l'accent sur l'accès aux informations et l'universalisation qui peuvent être une bonne opportunité pour renforcer la situation et aider les domaines où il faut renforcer les capacités. Et sur un autre sujet que certains d'entre vous ont mentionné dans votre intervention, sur la question des données, et il y a peut-être des données essentielles et critiques qui manquent encore dans ces débats concernant le financement équitable. Et il serait peut-être intéressant pour notre public d'entendre ce que vous avez à dire sur les données supplémentaires que l'on pourrait utiliser pour soutenir un dialogue plus cohérent dans ce domaine. Je ne sais pas, Albert, est-ce que dans le cadre des discussions en cours sur la réduction de la pauvreté dans le domaine de l'éducation, est-ce qu'il y a des choses liées à des données spécifiques sur lesquelles il faudrait mettre davantage l'accent à l'avenir? Oui, merci beaucoup. Merci pour la question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je pense que dans le contexte africain, les données sont importantes. Par exemple, avoir des données qui permettent donc d'établir une échelle pour les interventions réussies. L'interprète s'excuse, mais l'orateur, nous n'entendons plus l'orateur. La question est de savoir comment est-ce que l'on peut évaluer le succès que l'on voit. Et ceci est basé sur la possibilité de donner les bonnes données, d'offrir les bonnes données. Est-ce que vous m'entendez? L'interprète signale qu'il y a des coupures, mais il y a des coupures diurnes, mais nous arrivons à vous entendre. Donc, par exemple, dans certains pays, il faut des données sur les zones rurales, urbaines et l'appartenance ethnique. Ce sont là des données importantes qui sont difficiles à obtenir et qui facilitent les interventions ciblées, notamment pour ceux qui en ont le plus besoin. Et au-delà de l'affectation budgétaire, je pense que l'on a besoin de données sur les fonds qui arrivent réellement à l'école. Par exemple, assurer le suivi depuis les ministères jusqu'aux salles de classe afin de mieux comprendre les barrières en matière d'application, ce qui en fait empêche un bon rendement. Et néanmoins, je considère que les données sont un outil important qui facilite la prise de décision et c'est quelque chose en faveur de quoi nous avons plaidé. Et il faut créer une culture de décision basée sur des éléments probants et des données. Et plus important encore, comme vous, si l'on
veut passer d'approche projet à l'approche système, les données ont tendance à renforcer les systèmes de différentes façons et je pense que c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Albert et nos collègues du GEM. Je ne sais pas si vous avez des données spécifiques que vous souhaiteriez aborder. Oui, Yuki? Avant de passer ou de parler de données spécifiques ou de l'importance de données plus qualitatives, je voulais simplement dire que l'on peut en fait classer les pays en différents types de groupes concernant l'affectation ou la réaffectation du financement provenant du gouvernement central et descendant jusqu'au niveau infranational et les écoles et, et la façon dont les pays utilisent ces données. Et ce Et qu'il faut donc pouvoir se baser sur les données en matière de population ou d'inscription à l'école, de scolarité et cela est déjà assez sophistiqué par rapport à ce que les pays utilisent pour affecter les ressources à différents niveaux de l'éducation ou aux gouvernements sous-nationaux. Beaucoup de pays se basent sur les données historiques sans avoir les informations sur le nombre d'élèves scolarisés et sans tenir compte également le nombre d'élèves ou de populations qui sont déscolarisées également. Comme vous le voyez de plus en plus, au niveau les plus sophistiqués, les pays commencent à adapter, à utiliser davantage d'informations dans la façon dont ces budgets sont formulés, ce que l'on appelle des budgets universels et au lieu de simplement, de regarder les coûts par élève, nous voyons également que certaines de ces capacités nous voyons quelles sont les capacités en matière de revenus de chaque région ou de chaque province, ce qui signifie qu'elles peuvent essayer d'équilibrer l'absence de, financement selon les régions et autre point, il faut essayer de voir si s'il y a des enfants atteints de handicap ou ayant d'autres problèmes auxquels il faut s'intéresser. Quelquefois, ceci augmente en utilisant donc l'élément ruralité ou l'éloignement des écoles dans les formules, pour les défavoriser. Donc, alors que les pays introduisent de plus en plus les systèmes de données ou des mécanismes en place, et plus le système est centralisé, plus le gouvernement central peut aider les gouvernements infranationaux et les écoles et nous constatons que des approches plus intégrées, nous voyons également davantage d'approches durables face à la collecte de données. Je voulais simplement utiliser quelques exemples. En Afrique, il y a des normes nationales pour le financement. Ils utilisent en fait un système de classement en fonction de la catégorie socio-économique. On dépense plus sur sur les écoles ayant des faibles revenus. L'Ouganda a également un programme d'allocation de ressources qui intègre beaucoup plus de variables. Le financement du Brésil est très bien connu avec la formule par étudiant. Nous avons plusieurs facteurs pour s'assurer qu'il y a en fait une dépense minimum consacrée aux étudiants. En Afrique, il y a également ce programme d'amélioration euh, et il y a un montant fixe alloué par école. Et donc, le pays a la capacité de mesurer les besoins de l'école, ce qui montre la collaboration entre le gouvernement central et les municipalités et le niveau local. Donc, nous pouvons parler de ce qui nous manque, mais nous avons quand même beaucoup de données qui doivent être incorporées dans ces mécanismes de financement de l'école et dans les formules. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Yuki. Donc, une approche beaucoup plus complète. Donc, deux petits points pour conclure et ensuite nous allons en fait prendre quelques questions de l'auditoire. Diane et Anna.
les informations sur les scolarisations. Beaucoup de systèmes d'information n'ont pas de données sur les élèves scolarisés dans les établissements non étatiques. Donc, les enfants qui sont dans les établissements communautaires, privés, confessionnels, et aussi dans les programmes qu'on dit en fait à la maison, sont complètement invisibles. Donc, ça ne permet pas d'avoir une idée, je veux dire, de combien d'enfants sont scolarisés au niveau de la petite enfance. On n'a pas non plus, donc ça permet pas non plus de comprendre qu'est-ce qui tire la croissance des effectifs quand celle-ci augmente. Est-ce que c'est le privé? Est-ce que c'est le public? Donc ça, quand même, en termes d'équité, ça a des enjeux importants. Un autre aspect que Albert a évoqué, c'est le manque de données désagrégées par différents types d'équité. En général, on a pour la petite enfance des informations sur les garçons-filles, mais il s'avère que c'est la dimension où il n'y a pas de problème. En général, il y a parité à ce niveau-là, mais par contre, là, on observe des gros gaps. C'est au niveau de la richesse des ménages, avoir un handicap et aussi milieu urbain-rural. Et tout ça n'est pas toujours bien capté. Donc, un gros problème déjà pour se faire une idée, mais où sont ces enfants qui ne sont pas scolarisés? Et est-ce que les politiques et les financements, finalement, ciblent ces enfants-là? Une deuxième donnée manquante, et là aussi je vais référer à ce que a dit Albert, concerne la qualité. On ne connaît pas la qualité des programmes d'éducation préscolaire. Donc, on va mettre à l'échelle quoi? Il y a le risque de mettre à l'échelle finalement des programmes qui ne produisent ou qui ne permettent pas aux enfants d'arriver prêts à l'école. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc plus d'informations sur les indicateurs de qualité, c'est-à-dire de base, par exemple, c'est le ratio élève-maître. C'est aussi la pédagogie utilisée en classe, très importante, la pédagogie en préscolaire. Donc, on n'a pas du tout d'informations et on n'a pas non plus d'informations sur les acquis des élèves en fin de préscolaire. Donc, des outils existent, mais peu de pays encore les utilisent et les intègrent dans leur système de suivi et d'évaluation des programmes. Et un troisième point, c'est les financements. C'est juste catastrophique. L'UNESCO, dans leur dernier, qu'on a ici posté dans leur revue de la situation du financement de la petite enfance, ont essayé de collecter des informations et sur la moitié des pays en fait rapportaient des informations budgétaires. La moitié. Donc pour la moitié des pays, on pouvait savoir quel était le financement qui allait à l'éducation vis-à-vis du PIB ou vis-à-vis du budget de l'éducation. Et ce qu'on voit, nous, dans nos travaux, c'est que la petite enfance, souvent, est fusionnée avec le primaire dans les budgets. Donc, impossible, là aussi, complètement invisible, et donc très compliqué pour nous de savoir quelle est la part réelle qui va à l'éducation. Et on n'a aucune information aussi, la part des salaires, la part aussi des dépenses non salariales, et notamment celle qui appuie la qualité. Et un dernier point qui manque, c'est le coût. Et Yuki en a parlé, donc les coûts des programmes. Euh, Notamment donc, des coûts, des programmes non publics. Et aussi des coûts unitaires, hein. Quand on va mettre à l'échelle, il faut savoir aussi quel est le coût par élève pour pouvoir mettre à l'échelle. Et effectivement, comme l'a souligné Yuki, les coûts varient selon qu'on est en milieu urbain ou rural et selon effectivement qu'il y ait besoin de renforcer certaines dépenses pour plus d'équité. Donc, on est assez mal outillé dans le cadre de la petite enfance et donc tous les domaines que je viens d'évoquer seraient très importants à pouvoir renforcer pour pouvoir justement avoir un dialogue beaucoup plus efficace, hein, et puis aussi plaider pour des financements accrus et plus efficaces et efficients dans la petite enfance. Merci. Merci Diane. Anna, tu voulais compléter là-dessus? Oh, oui, oui, en fait, je voulais dire les Oui, tout mêmes à choses que fait. Diane, mais Je élargies. voulais dire la Et même chose, la seule mais chose que je voudrais vraiment... non. En fait, une question. On parle des données ici. Ce n'est pas parce qu'on aime les données, c'est parce que il y a de plus en plus une discussion sur les données probantes, sur la prise de décision basée sur les données probantes. On a besoin de ces données, on a besoin d'évaluer les programmes pour voir où investir. Je dois dire que faire cet exercice colossal pour créer des profils pour le prochain apport. Et quand on fait ça, nous nous sommes rendus compte que nous avons des données colossales. Mais
ces données sont présentées de façon non conviviale. Donc, c'est très difficile de les accueillir. Donc, il faut davantage de transparence sur ces données pour que les chercheurs puissent faire leur travail. Et je crois que cela est quelque chose de très important. Comme Yuki a dit, les données existent, ces données probantes existent. Elles ne sont pas forcément manquantes, mais encore faut-il pouvoir les utiliser. Donc, il faut savoir où investir. euh, il, et il faut aussi savoir quelles sont les priorités. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons voir s'il y a des questions. La première question, c'est quelqu'un que nous connaissons tous, c'est Sylvia Schwelkes, qui parle des décisions dans l'éducation sont très sensibles à la pression politique qui eh, viennent des groupes privilégiés. Donc, comment gérer ces pressions? Peut-être Albert, comme vous appelez aussi au gouvernement d'agir. Donc, comment est-ce que vous allez réagir à cela? Excusez-moi. J'ai peut-être raté votre question. La question, c'est une question de la part de Sylvia. Les décisions dans le domaine de l'éducation sont très sensibles à la pression qui vient des groupes privilégiés. Donc, comment gérer ces pressions lorsque nous parlons de réduire des inégalités dans le domaine éducatif? En fait, à la lumière de la discussion que nous avons aussi, il y a quand même pas mal d'outils. Donc, nous pouvons utiliser les données probantes. Tout changement de politique doit être basé sur des données probantes. Excusez-moi, nous avons perdu l'orateur. La qualité du son est très intermittente. L'interprète s'efforce de faire son mieux. Ensuite, il faut vraiment avoir une approche inclusive en matière d'éducation. Dans certains pays, nous avons vraiment renforcé des associations parents-élèves où les parents sont en fait sollicités dans la gestion des écoles. Donc, il s'agit de renforcer le leadership aussi de l'école. Donc, la participation est très importante pour moi et donc, l'éducation est devenue un bien public. Tout le monde doit comprendre la logique derrière investir dans l'éducation et comment faire en sorte que l'éducation devient la priorité numéro uno dans le pays pour que tout le monde puisse sentir l'urgence d'investir dans l'éducation pour garantir un avenir plus serein. Merci beaucoup. Une question, c'est Kaiser qui dit pourquoi est-ce que le PIB est le seul référentiel pour mesurer le financement public alors qu'il y a d'autres moyens plus généraux, par exemple le pourcentage d'allocation du budget aux différentes parties de l'éducation. Les collègues du GEM, est-ce que vous voulez réagir? Oui, nous pouvons toujours utiliser les différentes mesures qui ont été évoquées. Donc, tout dépend de l'analyse du pays. Lorsque la part de l'éducation en pourcentage de PIB ou en pourcentage de gouvernance, nous voyons des tendances qui sont complètement différentes. La dépense en part de PIB, nous voyons en fait une dépense plus faible dans les pays ayant des revenus moyens, intermédiaires et faibles. Et la fiscalité n'est pas aussi élevée. Donc, les pays de l'OCDE, la dépense en matière d'éducation est très élevée en pourcentage du PIB. Et c'est le contraire euh, pour le pays à faible revenu. Et cela donne en fait des différentes façons de percevoir les données. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le monsieur. Pourquoi est-ce que nous n'utilisons pas
d'autres outils, il faut utiliser d'autres indicateurs. Le budget, par exemple, si nous disposons d'informations sur le budget des différents pays, il faut l'utiliser parce que ça donne tout à fait une autre perspective sur les données de dépenses. Ça, c'est l'engagement du gouvernement par rapport à ce qui a été dépensé. Donc, mais cette information sur le budget n'est pas disponible et les dépenses réelles diffèrent beaucoup en réalité. Pour l'examen par pair, nous avons utilisé en fait des données budgétaires parce que c'est les données qui sont très disponibles. Donc, tous ces outils sont très importants et cela donne en fait une image complètement différente. Merci beaucoup. Une autre question qui est, qui est adressée à Mariana par Iva Tromero. Comment est-ce que l'investissement équitable pourrait être mis en œuvre dans les pays de l'Amérique latine, surtout lorsqu'il y a une diaspora très importante? Comment est-ce qu'on peut soutenir les étudiants de la diaspora tout en gardant l'équité à l'esprit? Merci pour cette question. Effectivement, il y a une grande migration interne en Amérique latine, une migration régionale par rapport aux migrations totales. Et il faut garantir le droit à l'éducation à tous les enfants, quelle que soit leur origine, et d'où l'importance des données aussi. Il faut que nous ayons une ventilation de toutes ces données en matière d'investissement éducatif pour savoir comment on investit dans les étudiants. Nous voulons adopter des mesures ciblées, notamment pour savoir comment on investit dans l'éducation des migrants. Et je reviens également à la question qui était posée avant. Combien dépensons-nous depuis le budget dans l'éducation et combien ça coûte d'investir pour garantir un investissement de qualité et assurer un retour sur investissement effectivement, il faut dire que la situation politique est très volatile en Amérique latine à l'heure actuelle et l'investissement dans l'éducation, c'est un investissement qui est bénéfique pour tout un chacun. C'est un investissement stratégique, d'où l'importance de ne laisser personne pour compte et qui plus est, de ne pas oublier les étudiants migrants. Merci Mariana. Peut-être nous pouvons conclure, si vous pouvez dire une phrase en guise de conclusion, un enseignement clé sur cette question, une idée, un message qui doit être retenu par tout le monde. Albert, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous m'entendez? Juste un point important que le public, que vous souhaiteriez que le public garde en mémoire à la fin de cette session sur ce sujet. 2 ou 3 points importants que je vois ici. Je pense que nous avons un certain nombre d'outils qui sont disponibles et qui permettraient de renforcer le financement de l'éducation. La question est de s'assurer comment est-ce qu'il y aura une bonne utilisation de fait par les pays. Je vois là tout un potentiel et des opportunités. Comment s'assurer que les pays ont accès à cet outil et l'utilisent de manière appropriée. Deuxièmement, c'est tout ce qui concerne la redevabilité et la transparence dans l'utilisation des ressources. Pour moi, c'est quelque chose de très important et cela permet de renforcer le système. Et enfin, la coordination des efforts. La coordination n'a jamais été aussi essentielle pour faciliter, pour permettre d'atteindre les communautés marginalisées. Merci. Merci. Parfait, Albert. Merci. Notre collègue du GEM ou Anna ou les deux, Yuki. Je vais commencer et je pense que Yuki pourra également ajouter quelque chose. Mais le dernier point d'Albert est le plus important peut-être. La question de la coordination, nous n'avons pas beaucoup parlé de cela, mais je pense que l'idée de services intégrés ou des approches
transversale est vraiment quelque chose de très important. Et cela implique de parler de la livraison, de la fourniture de services intégrés, de mécanismes de financement et de coordination de la politique. La coordination de la politique entre les différents secteurs du gouvernement, différents partenaires. Ce n'est pas simplement une coordination horizontale, mais également verticale. Et ceci nous ramène à ce que Albert disait concernant le leadership. Et le leadership, cela signifie que pour regarder tout cela et nous parlons de différents acteurs là, de familles, de parents, de communautés, d'élèves, la direction politique. Il devrait y avoir davantage de coordination pour, pour réellement avancer sur un financement équitable de l'éducation. Yuki. Merci Anna, Yuki. Oui, merci très rapidement. Comme nous l'avons dit, la redevabilité, la transparence en matière d'équité. Et pour cela, il faut qu'il y ait des politiques sur les données qui soient disponibles, des politiques sur des données disponibles, pardon. Et ceci permet à chaque partie prenante de s'impliquer. C'est un facteur important pour s'assurer que la redevabilité est bien gérée, bien pratiquée. Pas uniquement au niveau local avec les enseignants, les parents, les écoles, mais également au niveau du gouvernement local et également le leadership dont Albert et Anna ont parlé. Et nous avons besoin de cela de la part du ministère de l'Éducation et pour s'assurer que ce sont eux qui conduisent les discussions avec le ministère des Finances parce que finalement, les fonds viennent du ministère des Finances et nous avons besoin d'eux pour pouvoir parler de l'importance de cette universalité et également des mécanismes de financement ciblés. Merci. Merci. Mariana, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, Yuki m'a enlevé les mots de la bouche. Je voulais mettre l'accent sur le leadership du ministère de l'Éducation pour s'assurer que l'éducation soit au centre du développement de l'éducation. Nous devons investir de manière équitable et de manière efficace. Et également, lorsque nous parlons de leadership, nous devons considérer que nous sommes redevables. Nous devons parler à différents ministères et nous devons parler leur langage. L'éducation est un droit, mais cela signifie également que c'est une intervention stratégique ou un investissement stratégique. Mariana? L'enfance devienne centrale dans les politiques et les financements de l'éducation, parce que ce n'est toujours pas le cas. Pour vraiment que qu'on donne aux enfants les fondamentaux et que ça puisse se répercuter sur l'ensemble du système éducatif. Merci. So thanks a lot to all our panelists. I think there was a great convergence Merci à l'ensemble de nos panélistes. Je pense qu'il y a eu beaucoup de convergence dans vos présentations, dans vos conclusions et dans les messages clés à retenir, notamment la transparence et la redevabilité qui sont ressortis dans toutes vos présentations en connexion avec les données. Deuxièmement, l'importance des efforts coordonnés à tous les niveaux, depuis le niveau depuis l'école jusqu'à l'ensemble du secteur et également avec d'autres secteurs, y compris le secteur privé. Et le troisième point concernant le leadership politique à différents niveaux, et notamment au niveau ministériel et également au niveau du dialogue et des discussions avec le ministère des Finances. Donc, je pense que c'était là une leçon très claire et des conclusions à retenir de la session d'aujourd'hui. Et merci à tous nos panélistes. Comme vous l'avez compris, il y a beaucoup d'informations, de documents, d'appels à action et d'autres choses sous-jacentes à ces présentations. Donc, nous avons partagé certains liens
dans la boîte de dialogue avec vous. Martine, vous avez peut-être un dernier mot à ajouter avant que nous ne terminions? Non? Donc, juste simplement pour vous dire que ceci est le dernier débat stratégique de 2025 et que nous allons organiser une nouvelle série de débats stratégiques en 2026 et que nous espérons sincèrement que vous serez à nouveau des nôtres et que que vous nous suivrez. Donc, merci beaucoup et suivez le travail de l'IPE, s'il vous plaît. Merci et merci à tous nos orateurs. Merci Muriel. Merci chers collègues. C'est très apprécié. Merci. Merci à tous. Merci d'avoir organisé cela. Merci, merci.